Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal, le sommaire. L'atteinte de l'objectif zéro faim dans le monde passe par l'accès des femmes à la terre. Des acteurs de la société civile béninoise y croient fermement et y travaillent pour son effectivité. Les oreilles, l'un des organes importants du corps humain, mais souvent mal entretenu. Comment les entretenir? Réponse dans ce journal. La mauvaise gestion des eaux usées crée des dégâts sanitaires dans la ville de Cotonou. La pratique est courante et cause des dommages à l'écosystème lagunaire. Selon le dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, des menaces planent sur l'atteinte de l'objectif faim zéro à l'horizon 2030. Des acteurs de la société civile béninoise se mobilisent pour rendre cela possible pour eux. La réponse réside dans l'accès des femmes à la terre. Ulvaïus Balogun pour plus de précision. Dans le monde, 821 millions de personnes, soit une personne sur 9, se couchent l'estomac vide chaque soir. Un constat contre lequel la communauté internationale s'est engagée en décidant d'éliminer la faim et toute forme de malnutrition dans le monde d'ici à 2030. Une vision salutaire définie dans l'objectif de développement durable numéro 2. Faim zéro, c'est de mettre en place des politiques, de mettre en place des infrastructures et de former des gens, les populations, de manière à faire que la nourriture soit accessible, soit disponible et soit de qualité. La nourriture accessible, ça veut dire qu'il y a des routes, des infrastructures routières qui existent pour que là où la récolte est, qu'on aille la chercher et la mettre à la disposition des populations. Accessibilité aussi, c'est de faire en sorte que chacun ait les moyens financiers, ceux qui n'ont pas la terre pour produire, aient les moyens financiers pour acquérir la nourriture. La disponibilité, c'est que la nourriture existe à tout moment de l'année. L'éradication de la faim et de la malnutrition constitue alors un enjeu majeur dont le défi est de rendre les systèmes alimentaires et agricoles durables, ce qui pose la problématique de l'entrepreneuriat agricole. Si nous savons qu'aujourd'hui, environ 40% de notre population continue de vivre sous le seuil de la pauvreté, alors que nous avons des terres qui ne demandent qu'à être exploitées. Nous avons la possibilité de produire suffisamment pour l'autosuffisance alimentaire, mais pour revendre aussi, pour atteindre un certain niveau de développement. Du coup, cela va sans dire que nous gagnerons beaucoup plus à retourner à la terre. Et si la terre est le socle pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, son accès continue d'être une équation difficile, surtout quand il s'agit des femmes. L'atteinte de cet objectif de faim zéro à l'horizon 2030, cet objectif ne peut pas se réaliser sans l'accès des femmes à la terre. Parce qu'en réalité, 50% de ce que nous consommons est produit par les femmes. Du coup, permettre aux femmes d'avoir accès à la terre, c'est tendre vers l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. On a encore, dans nos manières de faire, dans nos manières de réfléchir, des barrières par rapport à l'accès des femmes à la terre, par exemple. La femme n'a pas droit d'hériter la terre de son père ou de sa mère. Selon des études diligentées par la Fondation Konrad Adenauer dans l'Atlantique et le littoral, seulement 18% des femmes ont accès à la terre. L'illogisme, si je peux parler comme ça, c'est que c'est la femme qui cultive et qui nourrit, qui met à la disposition de la population plus de 50%. De la nourriture que nous mangeons. Imaginez par exemple qu'elle ait accès à 30%, à 40% seulement. Vous voyez combien elles vont produire? Nous serons un grenier dans la sous-région. Si nous permettons à 100% de femmes de bénéficier, de jouir de leurs droits, c'est que nous devrons tendre vers l'horizon 2030 à cet objectif-là d'éradiquer la faim dans le monde. L'approche genre apparaît alors comme la solution. D'où la nécessité de l'intégrer dans les politiques, programmes et projets liés à l'agriculture, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Se laver les oreilles peut paraître simple, mais bien souvent, de mauvaises habitudes pour tenter d'enlever le cérumen peuvent entraîner de bouchons dans l'oreille. Conséquence, la santé auditive prend un coup. Comment entretenir ses oreilles? Le docteur Josias Sointo nous prodigue quelques conseils. L'oreille n'a pas besoin d'être entretenue de façon périodique comme les gens le pensent. Pourquoi? Parce que l'oreille a été magnifiquement conçue, bien conçue, pour se nettoyer elle-même. Le nettoyage intempestif tend à enlever le cérumen que les gens considèrent comme quelque chose de salissant, alors qu'en réalité, le cérumen est fait pour protéger notre oreille. Le cérumen a des substances qui empêchent les microbes, les poussières, les champignons qui viennent de l'extérieur d'aller directement sur notre tympan. Si jamais nous constatons que le cérumen peut-être déborde un peu vers l'extérieur, parfois avec notre petit doigt, notre auriculaire, on peut nettoyer un peu l'entrée. Parfois, pendant qu'on se lave, lorsqu'on prend un bain, avec notre serviette un peu mouillée, on peut nettoyer l'entrée de notre conduit. Je vais d'abord insister sur le coton-tige, qui est l'instrument qu'on trouve dans toutes les maisons. C'est un instrument banni de nos maisons. Pourquoi? Parce que le coton-tige ne nettoie pas les oreilles. Le coton-tige enfonce davantage les déchets à l'intérieur de l'oreille. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit des gens qui se nettoient tout le temps les oreilles et qui viennent en consultation, ils ont les oreilles très sales, alors qu'il y a des gens qui ne se nettoient jamais les oreilles et qui ont des oreilles propres. Lorsque vous mettez de l'eau ou des produits chimiques dans votre oreille, vous ne savez pas si votre tympan est intact ou si votre tympan est ouvert. Si le tympan est ouvert, vous envoyez directement ces produits à l'intérieur de votre oreille. Ça peut vous créer une infection chronique, ça peut vous créer une surdité. Lorsqu'on se rend compte que nous avons un problème qui persiste, une oreille qui gratte trop souvent, ce n'est pas normal. Lorsqu'on se rend compte que les déchets font bouchon, que les déchets se répètent trop souvent, parce que parfois ce n'est pas simplement un bouchon de cérumen, il peut y avoir autre chose derrière. Que vous n'entendez pas bien, que l'oreille coule, autant de choses qui devraient nous amener chez un médecin. Parlons maintenant environnement à Cotonou. En dehors des ruelles, les caniveaux servent également à recueillir les eaux usées domestiques, un constat qui soulève l'éternelle question de la mauvaise gestion des eaux usées dans la capitale économique du Bénin. La pratique n'est pas sans incidence sur l'environnement et bien évidemment sur l'écosystème lagunaire. Suivant ce reportage. Chargés de toutes sortes de déchets, les caniveaux sont la destination finale des eaux domestiques usées à Cotonou. Ils renferment des flots d'ordures qui nuisent à l'écosystème lagunaire. Il y a quartier Kadjemputa vers le sud, vers le nord c'est Weiho, l'est c'est Vodjekuta. Alors, tous les eaux usées viennent de ces trois quartiers-là et convergent vers le centre. Et ça nous perturbe beaucoup et nous avions fait une délégation pour aller voir les responsables municipaux et ils sont venus et ils ont drainé l'eau, ils ont fait un caniveau qui a traversé le centre vers l'aéroport. La plupart des ménages évacuent les eaux dans la nature en raison de l'absence d'un réseau collectif d'assainissement. J'ai des puisards chez moi, donc quand je lave mes choses, ça va directement dans le puisard. J'ai un évier pour laver les affaires et quand je lave, ça va directement dans le tuyau d'évacuation. Le forage qu'on a fait, qu'on utilise souvent et le patron achète des produits, on introduit dans l'appareil, au fond de l'appareil, dans le trou qui nous purifie de l'eau qu'on utilise. Donc au début, quand on est venu ici, c'était pas comme ça en fait. C'est le patron, c'était un bas-fond complètement, c'était le patron qui a tout aménagé, tout ce caniveau que vous voyez, c'est lui qui a fait ça. Et du coup, quand on lave, l'eau va directement au bas-fond. Et pourtant, la loi cadre sur l'environnement se veut claire. Elle interdit l'évacuation des eaux usées vers les lagunes et les canaux relevant du domaine public. Là-dessus,
Les populations méritent d'être sensibilisées. Il y a l'incivisme de la population. Les gens déversent des ordures dans les caniveaux pour boucher les artères de l'eau. Et l'eau ne circule plus. Dès que l'eau est devenue stagnante, là, nous connaissons d'inondations. L'eau, source de vie, pourrait être source de maladie lorsqu'elle est mal gérée. Malgré les efforts consentis par la municipalité de Cotonou, la mauvaise gestion des eaux usées reste et demeure une équation à plusieurs inconnus. Information OG du Bénin, la Banque européenne d'investissement BEI a approuvé un financement de près de 665 milliards de francs CFA dans le secteur des énergies renouvelables. Cette enveloppe financière ira au profit de plusieurs projets, dont 2 projets de centrales solaires de 500 MW au Maroc, une centrale hydroélectrique de 420 MW au Cameroun, un projet d'interconnexion électrique entre le Mali et la Guinée. L'ensemble de ces projets va permettre un accès plus grand aux sources d'énergie propres et par ricochet, une réduction de la dépendance aux énergies fossiles. Le gouvernement kenyan envisage de fusionner 3 institutions financières publiques pour former une mégabanque dédiée au financement des infrastructures. La nouvelle mégabanque compte mobiliser des financements à long terme auprès d'institutions financières étrangères en se basant sur un modèle bancaire similaire à ceux de la Banque de développement de l'Afrique de l'Est et de la Banque africaine de développement. Le Kenya cherche à mobiliser des fonds pour financer des méga-projets d'infrastructures prévus dans le cadre de son plan de développement Vision 2030. Selon la Banque mondiale, le déficit de financement des infrastructures du Kenya ne pourra pas être comblé par des ressources publiques, vu que la dette publique a déjà atteint 57% du PIB du pays. Et c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve avec le même plaisir à 19h45.